Bonjour à tous, bienvenue dans ce Zoom. Aujourd'hui, je reçois Julien Aubert. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes député LR de Vaucluse depuis 2012, vous avez été réélu en 2017. Vous êtes également président de Osez la France, un mouvement que vous avez fondé vous-même en 2017, je crois. Et vous êtes aussi candidat à la présidence des Républicains, dont le premier tour va se dérouler ce week-end. Alors on va commencer avec l'actualité. Julien Aubert, l'attaque terroriste de Michael Harpon à la préfecture de police de Paris. 5 victimes, dont 4 morts, plus le terroriste. Christophe Castaner a dû s'expliquer hier devant les députés. Qu'avez-vous pensé de son intervention et de ses réponses ? Qu'elle démontrait en réalité un sentiment généralisé d'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'on a un ministre qui dit « mais moi finalement je suis venu dire exactement les informations que j'avais en ma possession ». Et à aucun moment on ne peut expliquer aux Français comment, lorsqu'il y a une radicalisation dans une unité de renseignement antiterroriste, qu'un signalement est fait, qu'à l'époque, le directeur de cabinet du préfet de police de Paris s'appelle Monsieur Nunez. Comment est-ce que, je dirais, cette information qui est capitale ne dépasse pas les murs des quelques bureaux qui sont concernés ? Et donc, on a un ministre qui est à la fois, je dirais, quelque part quasiment sympathique dans son incompétence. Parce qu'il vous dit... J'en arrive à croire qu'il est de bonne foi. Mais c'est pire, si vous voulez. À la limite, je croyais au départ qu'il essayait quelque part d'étouffer l'affaire, de dire non, mais c'est un déséquilibré, ça n'est pas une attaque islamiste, etc. Et je me rends compte qu'il ne sait même pas ce qui se passe dans ses propres services. Donc à partir de là, je crois qu'il vaudrait mieux qu'il s'en aille. Vous réclamez sa démission ? Oui, je l'ai réclamé parce que ça n'est pas la première fois. Je crois que c'est pas la première fois qu'on a un problème avec le ministre Castaner. On l'a eu sur Steve, ce jeune homme à Nantes. On l'a eu pendant la crise des Gilets jaunes. On l'a eu dans l'affaire du bar de nuit. Donc, il n'incarne pas la fonction. Or, aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui tranche dans le vif, qui réorganise les services et qui se fixe comme objectif numéro 1 de couper les têtes de la fameuse hydre islamiste. Or, pour l'instant, on a des discours, mais on a bien peu d'actes. Et d'après les informations que j'ai, l'enquête va montrer à la fin qu'en réalité, on était dans une zone grise, que ce monsieur Harpon, en réalité, était frustré professionnellement, et que donc, il y a une conjonction avec le fait qu'il, je dirais, s'était converti, mais que c'est d'abord la frustration sociale qui finalement a abouti à une forme de suicide ou de baroud d'honneur. Bon, vous voyez, c'est la thèse qu'on va nous vendre. Moi, je considère que quelqu'un qui garde à la maison des informations ultra-sensibles, qui est informaticien, qui est au cœur de l'appareil sécuritaire de l'État, on pourra me raconter ce qu'on veut, ça n'est pas normal. J'ai tenu à être à la cérémonie de Saint-Germain-l'Auxerrois, il y avait les familles, et évidemment, quand on regarde ça de loin, on se dit, il y a eu 4 morts à la préfecture de police de Paris. Quand on voit un enfant de 8 ans qui est orphelin ou une épouse qui sanglote, on se dit que ça n'est pas possible de continuer à vivre dans ce déni et que le prix des lâchetés collectives finira en réalité par nous faire perdre cette bataille qui est essentielle pour l'avenir de notre pays. Alors vous avez repris ces propos, justement, Emmanuel Macron hier a pris la parole, il a prononcé les termes d'hydre islamiste. On a souvent reproché aux dirigeants politiques de ces dernières années de ne pas nommer l'ennemi. Est-ce qu'il faut se féliciter de ces propos ? Bon, écoutez, c'est bien, mais enfin, ça fait 2 ans et demi qu'il est au pouvoir. Il y a eu avant le colonel Beltrame, il y a eu avant le Bataclan, Charlie. Alors, il n'était pas forcément toujours président, mais enfin, il était quand même aux affaires. Si vous voulez, le sujet n'est pas de prononcer un discours. Alors évidemment, on était dans le cadre de la préfecture de police de Paris. Il était dans son rôle. Mais moi, ce que j'attends maintenant, c'est vraiment un électrochoc. Un électrochoc. Parce que si la préfecture de police de Paris n'est pas sanctuarisée, alors qu'est-ce qu'on va expliquer demain aux écoles, aux hôpitaux, aux hommes politiques, voilà. Il faut qu'il y ait à un moment donné une confiance, l'idée que nous sommes plus forts que ce danger. Or, pour l'instant, nous avons des attentats de basse intensité, parce que ce n'est pas le Bataclan, mais l'effet psychologique est terrible.
Alors, on va quitter cette actualité tragique pour revenir à l'actualité politique. Vous avez publié en septembre dernier, Julien Aubert, Emmanuel le faux prophète, ce que cache la révolution Macron. C'était aux éditions du Rocher. Vous commencez ce livre avec une lettre ouverte que vous avez publiée à l'intention du président Macron. Vous le tutoyez justement parce que vous avez côtoyé les rangs de l'ENA ensemble. Pourquoi avoir voulu publier un livre sur votre principal opposant politique alors justement que vous êtes aujourd'hui en campagne pour la présidence des Républicains? Alors en fait, ce livre devait sortir l'an dernier. C'est un pur hasard qu'il sorte en plein milieu de la campagne. Il devait sortir l'an dernier, et puis je n'ai pas trouvé d'éditeur. Il y a eu des délais, puis finalement j'ai trouvé un éditeur qui m'a dit septembre. Et ensuite, j'ai appris en mai-juin que voilà, il y avait cette campagne qui allait se dérouler. Donc j'ai rajouté la postface. Mais à l'origine, c'était pour corriger un hiatus que moi je vivais. C'est-à-dire que j'étais entouré de gens qui me disaient Emmanuel Macron est gaulliste, Emmanuel Macron est de droite, Emmanuel Macron est pragmatique. Et entre le Emmanuel Macron que j'avais connu, et d'ailleurs dans ce livre je n'essaie pas forcément d'ailleurs d'en faire un portrait caricatural, je ne suis pas Ruffin, mais d'en dresser un portrait honnête de quelqu'un que j'ai apprécié humainement, mais lesquels j'ai de graves divergences de diagnostic. Et j'ai mis d'ailleurs cette lettre en introduction parce que je l'ai écrite le jour de son élection à la demande de l'opinion. Et malheureusement, elle s'est révélée exacte. C'est-à-dire que je lui dis, je pense que ton quinquennat sera troublé par la violence. Je lui parle de la révolte derrière Marine Le Pen qui reviendra sous une autre forme. Donc quand il y a eu les Gilets jaunes, enfin le diagnostic que je fais malheureusement, et c'est à peu près vérifié. Mais simplement, je voulais expliquer que, à la faveur, je dirais, d'un hold-up, les gens n'ont pas vraiment regardé la teneur idéologique d'Emmanuel Macron. Et donc le problème, c'est qu'effectivement, c'est un prophète. Il a prêché, il a emmené avec lui une partie du peuple, un peuple de marcheurs, il leur a promis la terre promise. Mais c'est un faux prophète dans le sens où il les amène dans une direction qui est totalement inverse à celle qu'il faudrait prendre. Et où, en réalité, il ne parle pas à un peuple, il parle à des individus isolés qui sont son miroir, les individus qui ont du talent, les individus qui sont mobiles, les individus qui peuvent être des mini-Emmanuel Macron et réussir dans la mondialisation. Et tous ceux qui ne sont pas des mini-Emmanuel Macron, eh bien là, il n'a plus de discours vis-à-vis d'eux. Ce sont ces gens qui ne sont rien. Ce sont ces gens qu'il faudrait déménager pour leur permettre de s'adapter à la mondialisation. Et face à cela, je dis, il y a une autre voie qui est possible. La voie du gaullisme, ce sont mes convictions depuis l'âge de 18 ans. Elles sont toujours là, je porte la croix de Lorraine. Et donc, il se trouve qu'évidemment, je suis candidat également sur ces convictions. Alors justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans cette lettre ouverte, vous aviez la prédiction que une France allait se soulever, précisément la France à laquelle Emmanuel Macron ne parlait pas, ne s'intéressait pas finalement. Comment avez-vous perçu cette révolte des Gilets jaunes, puisqu'on a vu finalement la famille de droite un peu paralysée face à cette révolte, parce que, évidemment, voulu ou non par le pouvoir, il y a eu très rapidement des violences en marge de ces mouvements. Au départ, alors moi j'ai pas été surpris parce que je viens de cette France du non. Alors du non à Maastricht, mais surtout du non à Maastricht, même si à l'époque j'habitais en ville, et maintenant du non, je dirais, à l'évolution de notre pays. Cette France qui souffre, cette France qui n'a pas de service public, cette France qui se sent délaissée, humiliée, insultée par les ministres d'Emmanuel Macron. Vous savez, le plouc, celui qui roule un diesel, qui fume sa clope, cette espèce d'élite surplombant en disant mais vraiment vous êtes des arriérés, vous êtes des Cro-Magnons, vous n'avez pas compris l'histoire. Moi, il se trouve que je les représente ces Cro-Magnons et je les aime. Et je suis fier d'être un des députés de Vaucluse. Et je crois qu'il n'y a pas lieu à désespérer. Je comprends qu'il y a des gens qui votent ensuite pour des partis protestataires, mais je pense que ce sont des mauvaises solutions et qu'on peut trouver une voie de gouvernement qui défende le peuple. C'est ça le sens de mon combat politique. Donc ensuite, quand j'ai vu cette révolte des Gilets jaunes, eh bien évidemment, elle était à prévoir. D'ailleurs, j'avais eu un échange avec le directeur de CNews avant le 30 novembre, la première date de manifestation, et je lui avais dit ça va être un succès, et ensuite ça va enfler, puis après nous allons avoir Noël. Et en face de moi, j'ai quelqu'un qui me dit non, mais non, ça va pas se passer comme ça. Je dis vous trompez en fait, ça va être une vraie révolte. Le problème de la droite, c'est que la droite, c'est l'ordre. Et donc, faut-il défendre l'ordre injuste? Parce que, en réalité, la demande des Gilets jaunes est juste. C'est une demande de souveraineté. C'est la demande de tous ceux qui se sont exclus à la fois du processus politique et économique de retrouver le contrôle de leur destin. Ou est-ce qu'il faut être du côté de cette demande sociale et donc d'être du côté du désordre? Moi, je résumerai ma position. Je pense que les Gilets jaunes avaient raison
Et donc je suis du côté des Gilets jaunes. Je pense que les casseurs avaient tort. Et donc je suis contre les casseurs. Et je fais une distinction. Après, il y a eu une tentative de récupération qui a fonctionné parce qu'il y a eu une naïveté en réalité de ces Gilets jaunes qui n'avaient pas fait de politique et qui ont dit mais tous les politiques sont pareils, aucun d'entre eux ne peut nous défendre. Donc moi, les respectant, je n'ai pas voulu, si vous voulez, faire de la politique, aller les voir, pour pas entendre, mais vous êtes comme tous les autres. Donc je suis resté à l'écart. Certains sont venus me voir, je les ai reçus, on a eu des échanges fructueux, je les ai toujours défendus, mais on m'a empêché quelque part de faire le lien avec eux. S'ils avaient dit on est prêt à recevoir les politiques, on veut vous accueillir, dans ce cas-là, j'y serais allé. En réalité, ceux qui y sont allés, ils sont allés sous couvert d'un gilet jaune, mais en réalité, c'était des militants, d'abord d'extrême gauche, ou d'extrême droite, mais plus d'extrême gauche. Puis ensuite, ça a carrément été les Black Blocs et autres sympathiques tarés des deux bords qui étaient venus d'abord pour brûler des voitures ou d'ailleurs tuer du policier. Et donc, à partir de là, leur combat a été perdu. Parce que, faute de leaders, les Gilets jaunes se sont fait nommer des leaders à leur place. C'est Emmanuel Macron et BFM TV, si je résumais, qui ont tenté d'anoblir Emmanuel Macron en disant je reçois un tel, et j'estime que vous êtes les représentants des Gilets jaunes. Et BFM TV invitant un tel, je dis BFM, mais je veux dire par là toutes les chaînes d'actualité. Et donc c'était un peu, il y avait, vous savez, avant, il y avait les noblesses, Aurélie Duloft ou je ne sais que de l'île de la Tentation, c'est les nouveaux titres de noblesse. Et bien là, c'était Gérard qu'on voit sur BFM le soir. Et donc Gérard était anobli. Et ce qui s'est passé dans un deuxième temps, c'est que les Gilets jaunes se sont retournés contre leur propre leader. Et c'est pour ça d'ailleurs que la haine de l'élite est en réalité une erreur. Il faut faire une distinction entre dire l'élite a failli, il faut la changer, et il ne faut pas d'élite. Il y a eu cette tension chez les Gilets jaunes. Moi, je crois qu'il faut une élite, mais pas celle que nous avons aujourd'hui. Alors justement, en parlant d'élite, vous expliquez qu'Emmanuel Macron, pour exercer sa présidence jupitérienne, a choisi de s'entourer d'énormément de technocrates, finalement, qui ne sont pas politiques, ce qui lui permet, quelque part, de régner en maître. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il a gagné seul avec quelques lieutenants politiques. Et ensuite, il a nommé un gouvernement composé de gens qui sont des techniciens. Un bon exemple, c'est M. Blanquer, très bon technicien, mais qui est incapable de le concurrencer sur le terrain de la politique. Ça n'est pas un homme politique. Il le devient progressivement, mais à la base, ça n'est pas un homme politique. Donc du coup, on est dans un système où le gouvernement est un gouvernement de technique et où le seul qui peut expliquer ce qu'est le macronisme, c'est Emmanuel Macron. Or, ça n'est pas. Alors, c'est une idéologie changeante d'ailleurs. Comme c'est un magicien du verbe, il va vous dire, il est capable de vous dire la nation s'est dépassée, et puis quelques mois plus tard dire tous ceux qui disaient que la nation s'est dépassée en ont été pour leurs frais. Donc évidemment, le fidèle de l'Église macronite a parfois du mal. Il va parler au curé. Le curé lui dit nous on considère que la nation s'est dépassée. Puis un jour le pape dit ben non. J'ai entendu les voix de Dieu et enfin la nation désormais c'est revenu d'actualité. Donc le clerc est désavoué. D'où d'ailleurs la cacophonie, on le voit sur le sujet de l'immigration. Halte au repli, les nationalistes qui excitent les peurs. Et puis maintenant il faut parler d'immigration, il faut parler d'islamisme. Alors, évidemment, la majorité de gauche, elle se dit mais où suis-je ? Où vais-je ? Il n'y a qu'Emmanuel Macron qui sait exactement ce qu'est le macronisme. Le macronisme, c'est en réalité une religion qui vise à faire réélire Emmanuel Macron. Alors vous expliquez que finalement, il a expliqué dès le départ qu'il n'était ni de gauche ni de droite, ou qu'il prenait des bonnes idées à gauche comme à droite. Et vous résumez finalement ce clivage comme un économicisme de droite et un progressisme de gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? L'économicisme, c'est cette tentation de la droite de dire... de cette droite, on va dire, de l'argent, plutôt néolibérale, de dire, en fait, le politique s'est arrêté en 1989. Aujourd'hui, la droite, c'est quoi ? C'est de s'adapter aux contraintes modernes, c'est de garantir un bon pouvoir d'achat, et donc, eh bien, ça veut dire faire des abandons politiques et ne pas essayer de changer un système qu'on ne peut pas changer. C'est le pragmatisme poussé à l'extrême, qui en vient d'ailleurs, du coup, à financiariser tous les rapports humains. Logique comptable uniquement budgétaire. Donc vous abordez le sujet de la santé sous l'angle des dépenses de santé. Et du coup, un jour, vous apercevez que vos hôpitaux crient famine et que vous avez des maladies qui réapparaissent. Parce qu'on a oublié que la santé, ça n'était pas seulement des chiffres, c'était une politique publique. Politique publique, je dirais, dirigée donc uniquement par cette passion du chiffre. Et donc, évidemment, la France maastrichtienne
Elle a adoré ceci, les 3% de déficit, les 60% de dette. Alors, on vous dit, mais nous sommes les bons gestionnaires. C'est complètement faux. On n'a jamais autant parlé de déficit et de dette. On n'a jamais vu autant le déficit et la dette enfler. Donc, en plus, c'est de la mauvaise gestion. Parce qu'en réalité, le sujet, c'est la croissance économique. Le jour où vous aurez une croissance à 5%, on ne se posera plus la question de savoir comment lever l'impôt et qui taxer. Et Emmanuel Macron dit œuvrer pour la croissance. Oui, il dit œuvrer pour la croissance, mais en réalité, il a une approche uniquement financière de la société. Et donc, de ce point de vue-là, il se place dans une tradition de droite. C'est pour ça, d'ailleurs, que, on va dire, les technocrates de droite sont très heureux. Et puis de l'autre, alors, cet économicisme est mis au service de la libération économique de l'individu, qui doit, avec son talent, faire fortune, en fait. L'accomplissement ou l'épanouissement macronien, c'est un plasma, une voiture et des vacances à Barcelone. Et puis de l'autre côté, ce que intuitivement les gens comprennent, être libéral et conservateur, c'est compliqué si c'est du néolibéralisme, parce que à partir du moment où on dit l'homme peut tout et n'a plus de limite au plan économique, pourquoi est-ce qu'on lui en mettrait au niveau sociétal? Et donc vous avez cette espèce de progressisme. Donc on voit d'ailleurs avec la loi actuelle sur la PMA, où on en vient à faire des chimères homme-animal, où on en vient à dire, eh bien en fait... Ce qui figure bien dans la loi, parce qu'on a entendu d'ailleurs d'autres journalistes le contester. Avec ces amendements disant l'enfant doit choisir son sexe à 18 ans. C'est l'idée que je dois tout choisir. Non seulement mes couleurs de cheveux et mes vêtements, mais mon orientation sexuelle, mon sexe, mon genre, la manière dont on s'adresse à moi. C'est l'hyper-singularisation de l'individu. Et elle ne peut pas être segmentée. Et donc, effectivement, vous avez une convergence avec tous ces mouvements néo-gauchistes ou islamo-gauchistes, d'ailleurs, parfois, que Emmanuel Macron, finalement... Emmanuel Macron ne vient pas de ce courant-là, mais finalement il y a une convergence de vues parce que tous ces gens qui disent mais moi il faut m'appeler différemment, l'écriture inclusive, l'attitude sur les racisés, enfin toutes ces espèces de fantasmes qui viennent de la gauche extrême, eh bien il y a une convergence de vues, en tout cas des compagnons de route. Et puis il y a aussi l'écologie, parce qu'Emmanuel Macron se cherche des horizons progressistes. Sauf que sur l'écologie, alors là, la route est un peu plus difficile à prendre parce qu'il y a deux prophètes. Il y a Nicolas Hulot. C'est l'écolo-millénarisme. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et puis, de l'autre côté, il y a Emmanuel Macron qui est le prophète de la croissance. Parce que la mondialisation, elle est au service de la croissance. Alors que les écologistes, les écolo-millénaristes sont décroissants. Et donc, à un moment donné, ils prêchent effectivement un horizon sociétal, un horizon social, ça leur va, mais pas du tout pour la même société. Et donc d'où le divorce avec Nicolas Hulot. Alors justement, vous parlez d'un détail qui est très significatif, c'est les taxes carbone, où les entreprises rachètent justement la possibilité de revendre son carbone, ou justement la dette carbone, c'est le paroxysme du libéralisme appliqué à l'écologie finalement. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, alors, il faut voir que alors, je préfère parler d'ailleurs de néolibéralisme, parce que moi je suis un libéral. Je ne suis pas un néolibéral. On va y venir, oui. C'est-à-dire le capitalisme financier, cette idée qu'on peut spéculer sur tout, me va assez mal. Mais en fait, il s'adapte à beaucoup de choses. Vous savez, même l'islamisme, c'est très bien accommodé du néolibéralisme. La preuve, c'est que Daesh vend du pétrole, fait du commerce et fait de l'argent. Donc, et c'est également accommodé de l'écologisme, parce qu'on est arrivé à récupérer des grandes causes, ce qui permet à Emmanuel Macron d'apparaître comme le champion de la Terre, et du coup, bien, hop, on va faire le marché du CO2, on va faire de la fiscalité verte, on va faire du greenwashing, on va faire des bons verts qu'on va du coup pouvoir vendre plus cher. Donc, en fait, les mécanismes économicistes s'emparent très très bien de causes. Sauf que le vrai écologiste, celui qui fait pas ça non pas pour gagner de l'argent, mais pour changer la société, à un moment donné, il comprend que, je dirais, on se moque de lui. Pareil d'ailleurs sur la finance halal. Vous savez, il y a eu... ça ne s'appelle pas comme ça d'ailleurs, c'est la finance islamique. La finance islamique, à un moment donné, vous avez une espèce d'hypocrisie. C'est quand on vous dit, on ne peut pas faire de l'argent parce que le temps appartient à Dieu, ce qui était d'ailleurs la position de l'Église catholique au Moyen-Âge. Donc on va essayer de trouver, avec des sous-coucs, un moyen de contourner ceci. À la fin, ça ressemble à une obligation, ça ressemble à une action, ça ressemble à un prêt financier, mais ça n'est officiellement pas, et c'est garanti par les oulémas. Mais la réalité, c'est qu'on a contourné le texte pour arriver à faire de la finance. Bon. Donc, voilà, c'est en ça, si vous voulez, qu'il y a une forme de perversion, et d'où, d'ailleurs, ces chocs, on l'a vu encore dernièrement avec Greta Thunberg. Emmanuel Macron s'est dit, je vais utiliser la personne de Greta Thunberg. Je suis du côté de la jeunesse, je suis du côté de l'alerte écologique, je suis du côté... Parce que Emmanuel Macron est un homme qui se sent trop à l'étroit en France. La France s'est dépassée. L'Europe est son destin. Son rêve, à mon avis, d'être président de l'Europe. Le monde, c'est encore mieux, parce que ça correspond à son bassin naturel, son aquarium. Donc quelqu'un qui vient en portant un message mondial, ça lui va.
Sauf que là encore, les prophètes s'affrontent. C'est qu'à un moment donné, Greta Thunberg se retourne en disant « Mais toi, finalement, tu me fais les beaux yeux, mais tu n'appliques pas le modèle que je souhaite. » Et donc, elle s'est retournée, elle a mordu. Et là, Emmanuel Macron dit « Ah non, mais attendez, mais non, mais on était tous les deux du même côté. » Bon. En fait, il ressemble beaucoup plus à Trudeau qu'à... Oui, vous en parlez beaucoup d'ailleurs, qui semble être leader à ne pas Trudeau, atteindre. Ouais. Ah ben pour moi, Trudeau, c'est... Alors, Emmanuel Macron... Parce qu'en fait, ce qui sauve en partie Emmanuel Macron, c'est sa femme, qui est une femme de droite, qui est enracinée, qui, à mon avis, a la tête sur les épaules. Et donc, des fois, il y a des poussées comme ça, où il est tenté de partir dans quelque chose de totalement déraciné. À mon avis, il le rattrape. Trudeau, c'est l'homme politique qui s'habille en Batman pour Halloween, si vous voulez. C'est celui qui fait des blackface aussi quand il était jeune. Oui, mais je veux dire, mais oui, parce que ça se retourne contre lui. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on peut plus. C'est ça qui est catastrophique. Vous savez, ils ont inventé l'appropriation culturelle. Vous habillez en indien, vous piquez les us et coutumes d'une autre culture, donc c'est mal. C'est ça qui est assez incroyable, c'est-à-dire que quand on prend le raisonnement de toute cette singularité, on finit par se retrouver avec des points finaux qui sont contradictoires avec les étapes intermédiaires. Par exemple, je prends un exemple, on débute en disant « il faut que les femmes et les hommes apparaissent dans l'écriture ». Donc on dit on va mettre des points féminins. Et puis à un moment donné, on se dit « ah oui, mais il y a le troisième sexe, ceux qui ne sont ni hommes ni femmes ». Donc on leur applique le même raisonnement, donc il faut tout reneutraliser. Et donc à la fin, avec le point de départ qui était de faire apparaître la femme, on finit par faire disparaître tout le monde. C'est quand même incroyable. Et donc voilà, donc, je pense que moi c'est une désagrégation de la société. Et que c'est une maladie de la mondialisation, quelque part. Il n'y a de la place que pour l'individu tout seul. Et moi, je maintiens qu'on est ici sur cette planète pour vivre en collectivité. Alors, on va revenir sur cet aspect du libéralisme. On l'a compris, un libéralisme outrancier que vous critiquez de la part d'Emmanuel Macron. Néanmoins, vous dites que la droite se doit d'être libéraliste, qu'il ne faut pas avancer vers une lutte anti-libérale, justement. Oui, il y a une différence. Le libéralisme, pour moi, d'abord, il est politique. Et il est économique, c'est-à-dire considérer qu'aujourd'hui, la croissance, la valeur ajoutée, elle est créée par des chefs d'entreprise. Je fais partie de cette droite qui considère qu'effectivement, il faut lever les freins, arrêter d'embêter les gens, arrêter avec les normes, croire dans l'investissement de moyen et de long terme des entreprises. Je combats en revanche ce nouveau libéralisme, ce néolibéralisme né dans les années 80, qui privilégie la finance plutôt que la création de valeur, la spéculation plutôt que l'investissement de long terme, et donc évidemment le court terme. C'est cet inventeur qui dit « j'ai un modèle qui économiquement n'est pas viable, Facebook, mais je le mets en bourse parce que l'idée est belle, ça enfle à des milliards d'euros, à hauteur de milliards d'euros, qui en réalité ne sont que le reflet de la confiance que les gens portent dans un modèle économique qui n'est pas un modèle économique, et pour certains, pour les plus petits, je revends pour faire de l'argent immédiatement et pour réinvestir. » C'est l'inverse d'une économie au milieu d'un territoire où vous aviez ces patrons qui, en temps de crise, disaient « mais vous inquiétez pas, on est une famille, on va rester ensemble ». Et donc, vous avez ce choc, ça vous donne ensuite des boîtes qui rachètent telle ou telle entreprise qui est familiale, et puis qui liquident, qui font du dépeçage, en fait. Ils se comportent comme avec des chacals, si vous voulez, avec le malheur des gens. Et moi, je suis là pour quoi ? Je suis là pour défendre le peuple français, les intérêts des Français, et plus particulièrement des plus faibles. Parce que les riches, ils n'ont pas besoin de moi pour se défendre. Les riches, ils s'en tireront toujours, ils peuvent partir à l'étranger, et voilà. En revanche, les classes moyennes aujourd'hui qui sont paupérisées, on les oublie totalement. Et nous sommes dans un pays qui a vu l'industrie être divisée par deux. D'ailleurs, j'ai fait une tribune avec Gérard Longuet et Bernard Carayon sur ce sujet-là, où nous voyons l'agriculture avec des agriculteurs qui se suicident. Donc moi, qu'il y ait des gens qui fassent fortune sur ces secteurs-là, de manière dérivée, sans jamais voir un industriel ou un agriculteur, ça me gêne. Et ça, c'est l'économie des modernes. Moi, je préfère être un ancien, parce que je crois aux choses qui existent. Alors, il y a un autre mot que vous interrogez à plusieurs reprises dans le livre, c'est la question de la souveraineté. Vous êtes souvent considéré comme un souverainiste. Vous parlez d'Emmanuel Macron qui n'hésite pas à parler de souveraineté européenne. On imagine que c'est pas du tout votre conception. Pas du tout. Alors, en politique, vous savez, il y a une très belle tribune d'ailleurs de Natacha Polony dans Marianne qui défend le mot souverainiste. En politique, vous avez le fasciste. Juste en dessous, il y a le climato-sceptique. Et je pense que le souverainiste vient troisième dans la liste des gens à brûler en cas de victoire. Ça va, vous avez encore le temps de partir. J'ai encore le temps de partir. Mais c'est très simple. Il y a un découplage de la démocratie et du droit. Dans la tête des Français, ils votent, le Parlement fait la loi, ça permet de gérer les problèmes, si je résume.
Dans la réalité, on vote, le Parlement n'a pas de pouvoir, il fait des lois, les juges les balayent, les juges en fonction de principes qui ont été édictés par d'autres juges, qui se réfèrent à un texte qui à un moment donné a été adopté par les représentants du peuple. Et donc ça pose un problème démocratique. Être souverainiste, c'est en fait l'autre nom de la démocratie, c'est l'autre nom du populisme. Qu'est-ce que c'est le populisme? C'est un peuple qui veut récupérer aujourd'hui le contrôle de son pays. Mais la souveraineté, c'est comme la propriété. C'est considérer que, non, il n'y a pas un droit à l'immigration et donc on doit décider, nous les Français, de qui peut vivre ici et qui peut être accueilli ici. C'est considérer qu'il y a des industries stratégiques et qu'on doit en garder le contrôle et que les Américains n'ont pas à contrôler nos turbines. Voilà, c'est considérer que c'est au Parlement de faire la loi et pas aux juges de Bruxelles et de Strasbourg. Des choses très simples. Alors évidemment, on met un isme derrière, comme si c'était une idéologie, mais tout le monde... Les gens qui ne veulent pas de la souveraineté, en réalité, veulent que les autres décident pour eux. Je pense qu'il y a peu de gens qui sont sous cette approche-là. Alors, évidemment, je terminerai avec ça. Emmanuel Macron dit la souveraineté européenne. C'est aussi stupide que si je vous expliquais que vous êtes propriétaire de votre appartement, c'est-à-dire la souveraineté, mais qu'au nom de la souveraineté européenne, les autres peuvent décider pour vous, c'est-à-dire que le syndic de l'immeuble, au nom de la destinée manifeste de l'immeuble, a le droit de choisir vos rideaux. C'est original. C'est très original de la part d'Emmanuel Macron, hein. Mais il a le don de récupérer des mots pour les pervertir. Comment vous définiriez, Julien Aubert, quel influx voulez-vous porter dans cette présidence des Républicains ? Moi, je souhaite d'abord renouer avec un héritage intellectuel, qui est l'héritage légué par Gérald de Gaulle, qui a été porté à un moment donné par Philippe Séguin. Et ensuite, il a été oublié. Oublié parce que la droite a tourné le dos à son avenir, à son passé. Donc je souhaite reprendre cette tradition et en même temps appliquer nos valeurs, la querelle de l'homme, la bataille pour la nation, la place de l'État, je dirais, dans les défis d'aujourd'hui. La dépendance, l'écologie, le chômage, le pouvoir d'achat, l'insécurité culturelle, le communautarisme. Voilà ce que je souhaite faire. Et je souhaite aussi que le changement ne soit pas seulement un changement générationnel, qu'il soit un changement de manière de faire de la politique. Je crois qu'on a pris trop longtemps les Français pour des imbéciles et qu'à un moment donné, ils sont en attente de gens qui soient honnêtes dans leurs convictions et dans leur comportement. Alors peut-être quand on est honnête, on est peut-être moins malin que les autres, on fait peut-être des erreurs, voilà, parce qu'on n'a pas la vérité infuse. Mais je crois que les Français sont prêts à entendre quelqu'un ou un mouvement politique qui tiendrait un langage de vérité sans chercher à faire de la démagogie ou des slogans. C'est pour ça d'ailleurs que tout en défendant la liberté d'expression d'Éric Zemmour, j'ai expliqué qu'à mon avis, les mots qu'il avait utilisés n'étaient pas les bons. Alors dimanche, je l'ai dit, c'est le premier tour de cette présidence pour les Républicains. Vous affrontez Christian Jacob, qui est ultra favori, et Guillaume Larrivé, lequel vous avez rencontré lundi. Vous avez visiblement convenu l'un et l'autre de vous retirer au profit de celui qui arrivait en tête sur vous deux. Si jamais il y avait un second tour. Est-ce que ça ne fait pas un peu cuisine et vieux monde, justement ? Pas se retirer, soutenir. Il faut bien comprendre que... Il revient à la même chose, vous en conviendrez. Non, parce que se retirer, il y a un acte, c'est-à-dire que vous pouvez vous maintenir au second tour. Là, vous ne pouvez pas vous maintenir au second tour. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une construction médiatique, c'est-à-dire que personne n'est jamais allé demander à un adhérent, les Républicains, s'il pensait que Christian Jacob était le président qu'il souhaitait. Mais depuis le début, on nous dit c'est plié, circuler, il n'y a rien à voir. Je crois que c'est en train de changer, mais que le fait que les deux autres candidats disent eh bien oui, nous avons des divergences, mais nous considérons qu'il faut rompre avec, on va dire, une espèce d'omerta, en disant que l'UMP c'est toujours valide, l'Alliance avec le centre c'est toujours valide. Bref, dire qu'on va ruer dans les brancards, transgresser et oser nos idées, ça plaît. Alors évidemment, je ne suis pas d'accord sur tout avec Guillaume Larrivé, mais c'est quelqu'un que je respecte. Et donc je préfère à la limite quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord sur tout, mais qui va changer les choses, que quelqu'un qui n'a pas de divergence, parce qu'en fait, il n'a pas de ligne très claire, mais dont j'ai la certitude qu'il va perpétuer un modèle qui, à mon avis, n'est pas viable. Voilà. Donc évidemment, je peux comprendre que ça puisse paraître une cuisine, mais en fait, c'était pas du tout prévu. En réalité, comme Guillaume m'a un peu piqué en disant qu'il me prenait comme vice-président, je lui ai dit, moi aussi, je te prenais comme vice-président, et je vais même aller plus loin. Si je ne suis pas au second tour, je suis prêt à te soutenir, et toi ? Donc là, il a bien été obligé de répondre. Et donc, la réponse était oui. Oui, la réponse était oui. On attendra le verdict dimanche. Je vous remercie beaucoup, Julien Aubert. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Emmanuel Le Faux Prophète, aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci.